Bonjour et bienvenue dans la 6e émission du podcast du droit international, le podcast consacré à la recherche en droit international public. Pour cette émission, j'ai reçu Pierre Musy, doctorant au Centre de droit international. Il est venu nous parler de son sujet de thèse portant sur les zones maritimes disputées. Pierre nous présente ce que sont les zones maritimes disputées et quels sont les enjeux actuels des différents frontaliers maritimes. Si ces exemples mettent en lumière les lacunes du droit international de la mer, il travaille à l'établissement d'un régime juridique applicable dans ces zones pour y faire face. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Pauline. Tu es doctorant au Centre de droit international sous la direction de Madame Néry. Tu travailles sur les zones maritimes disputées. On va revenir sur ton sujet de thèse par la suite. Est-ce que d'abord tu peux te présenter et revenir un peu sur ton parcours universitaire ? Alors oui, j'ai fait une licence double de droit sciences politiques ici à l'université Jean-Moulin Lyon 3. Ensuite, je me suis plutôt destiné à des études de relations internationales, donc j'ai fait un master 1 de relations internationales en échange au Canada. Et puis à mon retour en France, je suis retourné plutôt vers du droit et donc des études juridiques, où j'ai fait un master 1, un master 2 en droit international public, toujours ici à Lyon 3. Pendant ton master 2, tu as rédigé un mémoire de recherche ? Donc oui, j'ai fait un mémoire de recherche sur le règlement pacifique du différend frontalier terrestre entre le Honduras et le Salvador de 1969 à 1993. Et donc dans ce mémoire, j'étudiais un petit peu toutes les méthodes de règlement de différends frontaliers entre deux États en particulier. Et de ce sujet, en fait, je suis arrivé à un sujet un peu plus global qui portait cette fois sur des différends frontaliers maritimes et donc sur le sujet thèse des zones maritimes disputées. Donc tu t'es dirigé finalement vers le droit de la mer et les zones maritimes disputées. À nouveau, tu parles de différents, mais comme tu l'as dit, de différents maritimes. Toujours un peu cette idée de contention internationale quand même. Comment tu es arrivé au choix de ce sujet ? Alors, c'est un sujet qui m'a été un petit peu soufflé par ma directrice de thèse, donc Madame Néry. C'est un sujet qui est donc en droit de la mer, qui a un petit peu sa spécificité. Et puis on s'est mis d'accord du coup pour travailler sur ce sujet. Ça reprenait un petit peu des éléments que j'avais vus dans mon mémoire, donc de règlement pacifique des différends frontaliers, et d'un sujet qui se veut un peu plus porté vers l'avenir, puisque c'est un sujet qui a des véritables enjeux pour le présent et surtout pour l'avenir. Donc un sujet qui a une vocation d'être utile, entre guillemets, si je puis dire, pour la suite, la recherche juridique en droit de la mer. Oui, ce côté pratique, notamment, tu le développes dans le projet ZOMAD. On va revenir dessus également, mais plus tard. Peut-être on va parler de la partie peut-être plus théorique dans ta thèse et ensuite exposer la partie pratique, justement au travers de ce sujet. Donc d'abord, quel est le but de ta thèse et qu'est-ce que tu veux démontrer ? Alors, l'objectif que je me suis fixé, moi, quand j'ai commencé cette thèse, c'était de réussir à trouver un régime juridique pour les zones maritimes disputées. Face à, pour l'instant, le manque d'obligations qui concernent les États dans les zones maritimes disputées, je m'étais fixé pour objectif de trouver un cadre juridique général pour un petit peu limiter les États dans leur comportement, savoir ce qu'il leur est possible de faire, impossible de faire, en attendant soit un accord entre l'État ou une décision d'une justice internationale. On va commencer peut-être par une question définitionnelle. Qu'est-ce qu'une zone maritime disputée ? Alors, une zone maritime disputée, c'est une zone maritime sans qu'il y ait vraiment de spécificité au sein de cette zone. Ça peut être une mer territoriale ou une zone économique exclusive. C'est une zone maritime qui est revendiquée par deux ou plusieurs États et le droit international n'admettant pas le chevauchement de souveraineté, c'est que manifestement l'un ou plusieurs de ces États revendiquent une zone qui ne leur appartient pas. Et donc très souvent ces conflits de souveraineté entraînent des différends, que ce soit des différends, alors pas jusqu'au conflit armé, en tout cas pas pour l'instant, mais ça peut être des différends portant sur des ressources, le contrôle d'une zone, etc. Et donc ces zones maritimes disputées, malheureusement très souvent ce qui s'applique c'est un petit peu la loi du plus fort. Vous avez des États qui n'hésitent pas à revendiquer des zones qui ne leur appartiennent probablement pas pour un petit peu asseoir leur position dominante de contrôle dans une mer. Ce différend de souveraineté finit par être réglé, souvent par une justice internationale. Mais en attendant, comme je disais, très souvent, c'est la loi du plus fort qui domine, et donc on n'a pas tellement de cadre juridique, de régime juridique adapté à ces zones, et de ce fait, on assiste quand même à une multiplication de ces conflits de souveraineté sur ces zones maritimes. Oui, parce que du coup, en droit de la mer, on a différentes zones maritimes. Donc, tu as par exemple cité la mer territoriale ou la zone économique exclusive, et chaque zone, en fait, a
a des règles de souveraineté et de juridiction différentes qui lui sont propres. Et donc quand on parle de zone maritime disputée, il n'y a pas une zone qui est plus disputée que d'autres. Donc il me semble qu'il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. C'est plutôt, on va dire, de l'ordre pratique. La mer territoriale étant finalement assez rapprochée du territoire terrestre, il est plus rare, par définition, que les États revendiquent une même zone territoriale. Il faudrait que les États se fassent vraiment face avec une faible... il faudrait qu'il n'y ait pas la place pour 2 mers territoriales, donc c'est assez rare. Donc ça concerne quand même plutôt des zones économiques exclusives. Mais il arrive que ça concerne également des mers territoriales, notamment entre des îles. Je pense par exemple à la Corse et à la Sardaigne. Le faible espace entre les 2 îles conduit du coup à l'absence de 2 mers territoriales étendues à leur maximum, et donc à un conflit de souveraineté entre ces 2 îles. En droit international de la mer, on parle de 2 types un peu de délimitation. On parle de délinéation maritime, donc qui permet de définir la ligne de base des États et donc la mer territoriale. Et on parle également de délimitation maritime, donc là on fait plutôt référence aux frontières maritimes. Comment les zones maritimes disputées se conjuguent avec ça justement ? Est-ce que les conflits sont plutôt en rapport avec l'établissement de la ligne de base, donc par exemple entre 2 mers territoriales, ou plutôt entre des 2 zones de délimitation et donc de frontières maritimes ? Alors il s'agit plutôt du coup de la seconde option, c'est quand même souvent des conflits de délimitation maritime, pour les raisons un petit peu que j'expliquais précédemment. C'est plutôt des questions d'ordre pratique, il n'y a pas de théorie juridique, c'est plutôt la rareté de la chose et l'inverse. La fréquence, du coup, plus portée vers la délimitation maritime que la délinéation maritime. Est-ce qu'à présent, tu peux revenir sur les causes qui sont à l'origine d'une zone maritime disputée ? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, des activités qui y sont menées et qui mènent à des conflits, ou à l'exploitation et l'exploration des États ? Tu as parlé notamment du fait que ça arrivait peut-être plus souvent dans les zones économiques exclusives. On sait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées exclusivement par l'État côtier dans cette zone-là. Alors, les causes de ces disputes sur ces zones maritimes... moi, dans mes recherches, en tout cas, je les ai classées en 2 catégories. Des causes plus pratiques, donc notamment ces conflits autour de ressources, donc d'exploitation, d'exploration, d'accès, c'est souvent accès à des gisements pétroliers par exemple, ou à des bancs de poissons, etc. Donc c'est souvent parce qu'il y a une raison d'ordre pratique, c'est pas la souveraineté pour la souveraineté, c'est aussi parce qu'il y a des raisons de revendiquer cette souveraineté. Mais les causes, elles sont aussi un peu plus... institutionnel, un peu plus théorique, et c'est notamment du fait de l'absence de règles, de cadre juridique, de régime juridique dans ces zones, puisqu'on a une grande convention en droit de la mer qui est quand même plutôt une réussite, puisqu'elle est largement appliquée par les États, largement ratifiée, et puis même donc appliquée par les États qui ne l'auraient même pas ratifiée. Mais dans cette convention, on a délibérément mis de côté cette question des zones maritimes disputées, notamment dans le but d'obtenir une ratification assez large, parce qu'on savait que les États ne seraient pas d'accord sur cette question. Donc on a mis de côté cette question des zones maritimes disputées, et aujourd'hui on subit un petit peu du coup cette absence de cadre, puisque on a affaire vraiment à une multiplication de zones maritimes disputées. Mais tout de même, on a quand même dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer une obligation et une interdiction qui incombent aux États. En cas du coup de conflit de souveraineté, les États ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour parvenir à une solution. Donc on a ce qu'on appelle en droit international, ou en droit en général, ce concept de bonne foi, de due diligence. Donc voilà, les États doivent se comporter de bonne foi pour parvenir à un accord entre eux. Et à l'inverse, on a une interdiction, celle de porter des préjudices irréparables à la zone maritime. Donc voilà, les États sont contraints dans leur comportement à la fois par cette obligation et par cette interdiction, mais c'est le seul cadre qui concerne les zones maritimes disputées et qui certes paraît peut-être même suffisant, mais dans l'espèce beaucoup trop large, qui est d'ailleurs une limite du droit international en général. Finalement, tout ou rien ne rentre dans ces termes, et donc les États, par leur volontarisme étatique, finalement font bien un petit peu ce qu'ils veulent. Juste pour revenir, qu'est-ce qu'un préjudice irréparable ? Donc un préjudice irréparable, c'est finalement l'idée selon laquelle les États ne doivent pas porter atteinte à la zone, doivent la laisser dans un état qui serait celui qu'on retrouverait avant la naissance du conflit de souveraineté sur la zone. Dans le cadre justement d'un différend lié à une zone maritime disputée, comment un État peut revendiquer la zone en question ? Alors, il y a 2 moyens, en tout cas moi de ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, 2 moyens pour un État de revendiquer la zone, soit de manière formelle, institutionnelle,
donc en émettant ce qu'on appelle un acte unilatéral, soit à destination de l'autre État ou des autres États qui sont concernés par cette zone maritime disputée, soit un acte unilatéral à destination tout simplement des Nations Unies, qui recense, qui publie tous ces actes unilatéraux. Donc dans cet acte unilatéral, l'État revendique la zone, souvent en précisant les positions géographiques, etc. Donc soit c'est de manière très formelle, soit de manière plus pratique, comme souvent, donc tout simplement en allant lui-même explorer ou exploiter la zone, en délivrant, c'est très souvent ce qui se passe, en délivrant à l'inverse plutôt des permis d'exploitation à des compagnies privées. Donc c'est ce qui s'est par exemple passé en mer de Chine, où la Chine a délivré des permis d'exploitation à des entreprises privées sur des zones qui finalement n'appartenaient pas à la Chine, mais à ses États frontaliers. D'accord, donc c'est un moyen effectivement de disposer de la zone. Et donc par exemple dans le cas de la Chine, on fait appel aux entreprises privées. Est-ce que ça aussi c'est important en droit de la mer de bien prendre en compte les entreprises privées et les acteurs privés finalement du droit de la mer? Alors, ils jouent un rôle, c'est sûr, mais c'est pas eux qui sont à l'origine des conflits. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en profitent. Il y a sûrement des entreprises qui sont conscientes que le permis qui leur a été délivré n'est pas forcément valable, ou en tout cas est discutable. Ce n'est pas forcément la cause première de la naissance du conflit, c'est plutôt des acteurs qui profitent de ces conflits. Tu as dit au début également qu'il n'y avait finalement aucune règle, donc aucun droit qui pouvait, en tout cas qui découle, à part donc l'obligation et l'interdiction dont tu nous as parlé, il n'y a aucun droit qui régirait une zone maritime disputée. Du coup, quel régime juridique s'applique dans les zones maritimes disputées? C'est tout l'enjeu, l'intérêt de ma thèse, c'est de réussir à trouver un régime juridique qui soit suffisamment large pour être applicable à toutes ces zones maritimes disputées, puisqu'elles sont quand même très variées, de par leur emplacement géographique, leur taille ou les zones maritimes qui sont concernées, donc mer territoriale ou ZEE. Donc un régime juridique suffisamment large pour concerner toutes ces zones, mais suffisamment restreint pour que les États soient plus restreints dans leur comportement, pour éviter les dérives qu'on connaît actuellement. Donc ce régime juridique, pour l'instant, il n'existe pas. Moi, j'essaye de le trouver, de le dénicher. Donc plusieurs moyens pour ça, soit de transposer des régimes juridiques d'autres zones maritimes ou pas à ces zones maritimes disputées pour faire appliquer les mêmes règles, les mêmes lois, ou à l'inverse, créer plus ou moins de toutes pièces un régime juridique qui forcément suivrait des lois déjà connues, pour réussir du coup toujours à limiter les États dans leur comportement. Donc on a plein de possibilités. Malheureusement, si aucune n'est appliquée aujourd'hui, c'est souvent surtout parce que chacune de ces possibilités a malheureusement des faiblesses, des limites. Mais voilà, il faut trouver celui qui correspondrait le mieux à ces zones et le mieux aux États, puisqu'à la fin, ça reste malheureusement aux États de décider. Est-ce qu'on pourrait faire le parallèle, par exemple, avec un régime juridique qui existerait pour les zones terrestres disputées? Alors oui, c'est souvent, on a eu des cas, notamment dans mon mémoire, le cas de la frontière entre le Honduras et le Salvador que j'avais pu étudier, on a un petit peu de la même manière, un petit peu ces zones tampons, qui sont dans un régime un petit peu hybride, à la fois qui appartiennent aux deux États et qui appartiennent à aucun des deux États. Donc souvent aussi on a un contrôle d'une entité tierce, ça peut être les Nations Unies, en l'occurrence entre le Honduras et le Salvador, c'était l'Organisation des États américains. Donc on peut imaginer effectivement oui, la même chose avec les zones maritimes disputées. Il y a des États qui ont déjà mis ça en place, des États qui, conscients qu'ils ne pouvaient pas trouver un accord entre eux, ont créé une entité tierce de toutes pièces, une autorité, qui a vocation à protéger cette zone ou à l'inverse à répartir les ressources qui pourraient être exploitées par l'un ou l'autre État. Donc il existe des cas de figure où les États par eux-mêmes ont fini par se mettre d'accord, mais malheureusement ces cas de figure ils sont très rares. Ils concernent souvent des États, on va dire, un peu plus faibles sur la scène internationale, donc qui n'ont pas encore beaucoup d'enjeux. Donc est-ce qu'on peut faire appliquer ce cas, par exemple, ce cas d'espèce, à d'autres zones maritimes, à d'autres États qui seraient un peu plus revendicateurs sur la zone internationale? Je ne sais pas, mais c'est effectivement une possibilité, oui. Du coup, ces régimes juridiques sont provisoires, ils ne sont que temporaires, jusqu'au possible règlement du différend? C'est ça. Alors, une zone maritime disputée, un petit peu par définition, c'est une zone qui, quoi qu'il arrive, sera limitée temporellement, puisqu'elle naît lorsqu'on assiste à un chevauchement de ces souverainetés, à plusieurs revendications sur une même zone, et donc forcément la zone maritime disputée disparaît, meurt,
lorsque la zone n'est plus disputée, donc lorsque soit on est parvenu à un accord entre les États, puisque ça reste la règle première en droit international et dans la Convention de Montego Bay. On a notamment les articles 74 et 83 de la Convention qui précisent bien qu'en cas de conflit de souveraineté, ce sont les États qui doivent se mettre d'accord. Mais par définition, si on a un conflit de souveraineté, on a des États qui ne sont pas d'accord, donc difficile de tomber sur un accord plus tard. Donc très souvent, c'est une autorité judiciaire qui tranche. Donc on a notamment la Cour internationale de justice qui fréquemment voit des affaires concernant des différents frontaliers maritimes, ou par exemple le Tribunal international du droit de la mer, TIDM, qui même chose a cette possibilité de trancher ces différentes souverainetés. Donc ce sont des instances internationales à chaque fois. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait également des instances régionales ? Alors oui, c'est envisageable. La difficulté, encore une fois, c'est la même que précédemment. Pour que deux États se retrouvent devant une instance, qu'elle soit régionale ou internationale, il faut qu'ils soient d'accord. Donc c'est toujours pareil, réussir à mettre d'accord des États qui, par définition, ne sont pas d'accord. Donc il y a un peu toujours aussi ce risque. Aujourd'hui, on a quand même assez fréquemment des différends qui se retrouvent quand même devant la justice internationale. On en a un en ce moment devant la CIJ entre la Somalie et le Kenya. Donc voilà, ça arrive assez fréquemment malgré tout qu'ils parviennent à un accord, en tout cas pour se retrouver devant une justice internationale. Et les États se comportent quand même souvent de bonne foi et font application de la décision. Est-ce qu'il y a des une ou plusieurs zones maritimes disputées auxquelles tu penses dans un cadre de tensions particulières entre deux États ou plusieurs États ? Alors, il est arrivé qu'il y ait quand même des tensions qui aillent jusqu'à un petit peu des démonstrations de force, l'envoi de bateaux militaires, de navettes. Alors, ça n'a jamais entraîné un vrai conflit armé, mais on a quand même eu souvent des États qui ont vu positionner leur flotte vraiment à la frontière, un petit peu pour impressionner. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment même sur les conflits terrestres. Donc il y a des zones qui sont très tendues. Heureusement d'ailleurs que chacun de ces différends n'aille pas jusqu'à ce point. On a d'ailleurs des conflits qui existent depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et puis qui sont plus ou moins acceptés par les États. Je pense notamment à la France et à l'Italie, qui ont un différend maritime depuis des décennies, et qui finalement l'acceptent, puisque ce sont des partenaires économiques, membres d'une union, etc. Donc il y a des États qui, entre guillemets, vivent avec, d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus tendu, notamment lorsque les conflits sont plus récents. C'est le cas en mer de Chine, forcément, avec les agissements de la Chine qui sont assez contraires aux obligations de bonne foi pour le coup. Mais je pense notamment par contre à des conflits à venir, plutôt avec l'Arctique. Malheureusement, le réchauffement climatique et la fonte des glaces vont ouvrir des zones de passage, vont créer des zones maritimes, puisqu'on va passer du terrestre au maritime. Et donc, on va avoir des États qui risquent de revendiquer des souverainetés sur des zones qui, pour l'instant, ne les intéressaient pas. Et lorsqu'on voit un petit peu les États qui se longent l'Arctique entre les États-Unis, le Canada, la Russie ou des pays européens, la Norvège, etc., on peut avoir quand même des inquiétudes vis-à-vis des comportements que ces États peuvent adopter lorsqu'ils conviendront que l'Arctique peut être désormais en tout cas considéré comme une zone maritime. Il y a eu le cas récemment de la Grèce et de la Turquie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, c'est un conflit qui a fait beaucoup parler récemment. D'ailleurs, il y a une très bonne fiche technique sur le site de ZOMAD à ce sujet. Donc pareil, ce sont des États qui ont un conflit de souveraineté depuis maintenant plusieurs décennies et qui des fois se cristallisent de manière assez périodique, éphémère, en démonstration de force. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un véritable risque que ça dégénère. Mais c'est vrai que fréquemment, ce conflit revient un petit peu sur le devant de l'actualité. Donc, à voir comment ça évoluera dans les prochaines années. Là, pour le coup, on se retrouve vraiment dans un cas de figure où l'accord entre les États paraît impossible. À présent, je te propose qu'on revienne peut-être sur le projet ZOMAD, donc, qui met en pratique un peu tout ce que tu viens de nous dire et qui met en lumière certaines zones maritimes disputées dans le monde. Est-ce que tu peux présenter plus précisément le projet ZOMAD ? Alors le projet ZOMAD, c'est un projet qui a été initié par Madame Alina Miron de l'Université d'Angers. Donc c'est un projet qui a vocation de recenser toutes, ou en tout cas l'objectif de toutes, les recenser, toutes les zones maritimes disputées du monde. Et c'est pas
Le but est un petit peu différent de celui de ma thèse, c'est plutôt revendiquer les activités, le comportement des États dans ces zones maritimes disputées. Donc voilà, c'est étudier à la fois les activités et les positions, les arguments juridiques des États, comment ils revendiquent la zone, pourquoi ils revendiquent la zone. Donc c'est plutôt un outil qui aurait pour objectif de recenser l'ensemble de ces éléments. Quel est ton rôle dans le projet ? Et donc c'est un projet qui fonctionne pour l'instant en tout cas à l'aide de plusieurs doctorants ou docteurs, en tout cas pour l'instant à travers les universités françaises, qui contribuent périodiquement à l'établissement ce qu'on appelle des fiches techniques, donc qui concernent une zone maritime disputée. Donc moi j'ai notamment fait une fiche technique sur la zone disputée entre la France et l'Italie. Et donc voilà, chacun des docteurs et des doctorants participe à l'élaboration de ce projet en créant ces fiches techniques. Et quelle est la portée des études réalisées de ces fiches techniques ? À qui elles sont destinées finalement ? L'objectif final, il est assez ambitieux, c'est de servir d'outil pour le juge international pour qu'il ait à sa portée finalement un recensement complet ou presque de chacun des comportements des États dans les zones, des revendications, des activités, etc. Donc c'est un outil qui a pour visée d'aider le législateur ou le juge international à créer ou faire appliquer la loi et notamment le droit de la mer dans les zones maritimes disputées. Très bien, merci Pierre d'être venu répondre à mes questions et de nous avoir éclairé sur ce que sont les zones maritimes disputées et quels sont les enjeux qui sont très actuels et très pratiques finalement. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Voilà qui conclut notre 6e enregistrement. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je tiens à remercier sincèrement Pierre pour être venu nous parler des zones maritimes disputées et pour avoir répondu à mes questions. Je souhaite également remercier Madame Néry, directrice du Centre de droit international, qui me permet d'enregistrer le podcast dans les locaux du centre, ainsi que toute l'équipe du CDI pour leur soutien. Je tiens enfin à remercier Bastien Bonte pour la gestion du site internet, ainsi que pour son aide précieuse lors de la publication des différents épisodes. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le podcast et toutes les informations en rapport avec les enregistrements sur le site internet lepodcastdudroitinternational.fr. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail lepodcastdudroitinternational@gmail.com pour toute demande ou réflexion autour du podcast. Il est temps désormais de vous donner rendez-vous pour la prochaine émission. D'ici là, bon vent!